Bonjour et bienvenue sur KTV en direct à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré au CHM et notamment ses dysfonctionnements, comme le décrit la CFDT. Et pour en parler, deux voix, peut-être mieux qu'une. Je veux parler de Diane Hamada de la CFDT Santé qui est là. Bonjour. Bonjour. Et Henri Rigotari, qu'on ne présente plus, qui est également là. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes là pour parler de ce qui se passe au CHM. Il y a eu beaucoup de revendications, il y a eu des critiques sur la directrice. La directrice a botté en touche, il y a plein eu d'échanges. Où en est-on maintenant? Est-ce que les choses et les lignes ont commencé à bouger? Écoutez, on peut pas parler des lignes qui ont commencé à bouger parce que récemment, il y a quelques mois, nous avons appris par exemple le départ de la directrice, qu'elle a aussitôt démenti. On aurait souhaité une réunion de concertation, par exemple, pour faire un bilan, voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Et puis, on a constaté surtout que depuis cette annonce, en fait, il y a un chaos total parce qu'il n'y a pas de pilote dans l'avion et que, surtout dans cette situation de crise, quoi. Donc nous, ce qu'on retient de tout ça, c'est que c'est une désorganisation des directions fonctionnelles du fait de l'absence d'une communication claire sur la date de son départ. C'est-à-dire du moment qu'on a annoncé qu'elle doit partir, il n'y a rien qui se passe et personne ne s'engage. On a des droits de retrait de 20 jours, exemple, enfin... On a tout, rien ne va. Pourtant, elle a défendu quand même son bilan. Elle a dit que son contrat se terminait, qu'elle le regrettait aussi, mais elle a défendu son bilan, notamment au niveau financier. Quand on parle qu'il y a des problèmes, mais voilà, il y a une commission qui avait été là, qui avait dit ok, c'était déficitaire, et après c'est devenu positif. Donc elle dit voilà, il y a des chantiers qui devaient démarrer, mais il y a eu la crise qui est passée par là de Covid, donc c'est un peu freiné. Elle justifie ces choses-là. Oui, elle justifie ces choses-là, qu'on soit déficitaire cette année, c'est juste une écriture financière qui montre qu'on n'est pas déficitaire. Ça veut dire qu'on a reçu des subventions qui les ont intégrées dessus, qu'on devait utiliser, qu'on n'a pas eu l'occasion d'utiliser cet argent. Mais en réalité, on verra dans quelques années ce qu'on nous dit, parce qu'à chaque fois, quelques années après, on se rend compte qu'on avait eu des déficits, qu'on a traîné d'année en année. Enfin, son bilan, je pense que c'est pas... il a été fait par les autorités compétentes. Moi, j'étais venu ici il y a un an. Vous pouvez revenir sur ce que j'avais dit. J'avais dit certaines choses et c'est arrivé peut-être à cette conclusion aujourd'hui qui est là. Les conclusions ont été faites pour son départ, c'est pourquoi elle doit partir. Moi, je pense. C'est pas nous qui l'avons. Nous, on a dit certaines choses et je pense que les autorités, ils ont regardé ça de près et ils ont eu le même sentiment que nous. Aujourd'hui, nous préparons plutôt l'avenir. Ce qu'on peut rajouter sur le plan de finances, vous vous souvenez l'année dernière, on s'était présenté ici justement parce qu'on n'avait pas de direction, on n'avait pas d'équipe directionnelle qui était stable et aussitôt dans les communications, il s'était vanté d'un nouveau directeur des finances. Oui. Mais vous pouvez leur poser la question, le directeur de finances, il a fait combien de temps ici? Je ne crois même pas qu'il a fait plus de 3 mois. Ce même directeur de finances est parti. Donc, à partir de là, du moment que pendant des mois et des mois dans un établissement unique comme le nôtre, sur un territoire, on n'a pas de directeur de finances, tout ce qui est en rapport avec des finances sous-entend de la malversation aussi, du budget qui n'a pas été utilisé. Mais pour quelle raison? Récemment, on a appris que même au niveau de l'ARS, on a des budgets qu'on n'a pas consommés. Et pourtant, à la direction, on nous dit qu'il n'y a pas d'argent. Donc on ne comprend pas pour quelle raison on aurait annulé des travaux d'urgence qui ont été validés. Par rapport à l'ARS, Dominique Voynet avait expliqué qu'effectivement, il y avait des choses qui devaient mettre en place, mais ils ont tellement mis l'accent sur la gestion Covid que des choses ont été retardées. Il l'avait clairement expliqué. Ça, c'est du côté de l'ARS. Oui, on dirait que le Covid est venu sauver le soldat Ryan parce que maintenant, c'est tout, le Covid justifie tout. Tous les erreurs qui ont été commises, heureusement qu'il y a eu Covid, je vais dire. Mais arrêtons un peu.
On est venu ici plusieurs fois, il n'y avait pas encore le Covid, c'était les mêmes remarques. Oui, j'ai l'impression que c'est toujours j'ai l'impression que c'est le même discours avant que Camara parle. C'est toujours le même discours, les mêmes revendications, les mêmes problèmes. Ça revient. Et de l'autre côté, Barbezieux qui dit la directrice qui dit l'inverse, qui dit non, mais c'est des faux problèmes. On fait des rencontres, on fait des réunions, on engage des gens. Alors c'est pas évident d'engager. Il y a même des annonces. Vous étiez venu la dernière fois qu'on parlait de ça. Il y avait des annonces qui étaient publiées d'emploi. Donc il y avait de l'agissement de l'autre côté. Donc on pense qu'il y a deux discours qui semblent toujours les mêmes. Oui. Non, sincèrement, je vais juste faire la remarque. Oui. Les publications qui ont été faites, il faut dire la vérité. Il y a des cas où on n'a pas eu de recrutement parce que certaines personnes savaient qu'elle était à la barre. Vous pensez que c'est à cause d'elle ou est-ce que oui, il y a des cas où on a eu des contacts qui nous ont dit parce qu'elle était à la barre. Et on peut faire des faits d'annonce qu'on discute. Hein. Moi, je peux vous inviter chez moi parce que je suis obligé. C'est ce qu'elle fait. Hein. Elle peut faire des réunions parce qu'elle est obligée. Mais il n'y a rien qui sort derrière concrètement. De toutes les façons, si on veut parler d'incohérence, des incohérences, il y en a plein. On prendra l'exemple de la gestion de la crise sanitaire. Par exemple, sur certains sujets, par exemple, nous sommes tous d'accord pour dire que nous n'étions pas prêts pour ouvrir l'hôpital de Petite-Terre parce que avant le Covid, on attendait le balnéo, on attendait tout ce qui est sécurité, hygiène, voilà. Cette ouverture de voilà. Mais aujourd'hui, la CFDT, avec certains des autres syndicats, on était d'accord de l'ouvrir d'une manière provisoire pour la gestion de la crise. Ce qui s'est passé. Et pour quelle raison notre directrice justement est allée sur Hospit Média pour faire une communication du genre, attendez, je vais la retrouver. Quoi qu'il en soit, si les travaux avaient pu être menés à leur terme, cet hôpital n'aurait pas pu servir à accueillir des unités Covid. Faute d'environnement technique adapté et d'un nombre de médecins insuffisant. Alors pourquoi on l'a ouvert finalement? Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on a une ARS qui a une politique territoriale, mais on a une direction du CHM qui aujourd'hui est le seul partenaire de la santé, d'une manière générale, qui ne parle pas le même langage avec cette... donc vous pensez qu'il y a une contradiction entre l'ARS et... Oui, donc dans un premier temps, viendra un temps où on remettra en question les cohérences de l'ARS, mais dans un premier temps, nous avons besoin d'une direction de l'hôpital qui suit la politique de santé qui sera menée sur le territoire. Donc tout à l'heure, quand vous avez parlé de oui, les choses se font... Non. Il n'y a rien qui se fait. Aujourd'hui, cette crise, justement, nous a permis de révéler tous nos maux dans les services. Avant la crise, tous les manques. Aussi des problèmes. Mais justement, aujourd'hui, ils ont saturé. Et puis, quand on entend des gens venir ici qu'il y a eu une bonne gestion de la crise sanitaire, non, c'est des conneries. Regardez combien de morts il y a eu. Combien de personnes ont été affectées psychologiquement, mais c'est toute la population qui est concernée par cette gestion de crise. On joue avec les chiffres, qu'il en soit ainsi, mais il ne faudra pas venir dire que tout a été là. On n'a pas de salle de bloc. Quand on envoie nos malades à la Réunion, les Réunions se plaignent. Mais on oublie qu'on a annulé des salles de bloc ici pour construire un hôpital là-bas. Pendant des années, le budget, moins de 10% qui était réservé pour Mayotte et le reste allait là-bas. Donc forcément, aujourd'hui, il y aura ce volet-là où les gens vont aller là-bas. Mais qu'on ne vienne pas nous dire qu'on a géré. Le jour où on sera en mesure d'absorber nos malades un maximum, comme est capable l'île de la Réunion aujourd'hui d'absorber leurs malades, enfin, la crise a fait que beaucoup de gens n'ont pas été le temps d'absorber. Camara. Alors, justement, aujourd'hui, vous disiez au début de cette interview, comme quoi, quand vous regardez aujourd'hui, le bateau est à l'abandon. Il n'y a pas de commandant. Aujourd'hui, on sait qu'elle va partir. Mais moi, la question que je me pose aujourd'hui, parce que quand vous parlez de la non-transparence, notamment du recrutement, le non-respect des instances, elle doit avoir des adjudants quand même. C'est-à-dire qu'avant même son départ, et là, il y a un DRH, il y a des chefs cadres de service. Donc, est-ce que tous ces gens-là ne s'inquiètent pas du fonctionnement de l'hôpital en attendant son départ? Est-ce que ces gens-là sont juste là pour être là?
Moi, je vais répondre à cette question. Depuis l'annonce, d'ailleurs, je me suis posé la question sur le timing. Parce que là, à un moment donné, il faut dire, il y a des moments où on crée des situations à déstabiliser cet établissement. Camar, depuis le mois de janvier, on sait qu'elle va partir. Qu'est-ce que ça aurait empêché déjà d'avoir une nomination? Vous voyez, là, jusqu'à maintenant, ni publication, ni rien. Là, c'est la guerre des tranchées. Ça, c'est la guerre des tranchées. Et surtout, cette situation impacte les agents. Il y a des agents qui n'ont pas été renouvelés pour des conneries, parce qu'on n'a pas les bonnes personnes au bon endroit. Et ça, c'est des situations qui sont criantes. Et quand on parle de situation de Covid, moi, je vais attirer l'attention. Moi, j'étais dans un service où on a eu plus de 10 cas de Covid. 10 cas. J'avais demandé que ces services soient désinfectés. À ma grande surprise, il n'y a que le bureau de directeur qui a été désinfecté. Vous imaginez? Et ça, il peut y avoir un problème de communication, tout ça, mais je pense que c'est la mauvaise organisation qui règne dans cet établissement. On pourrait prendre l'exemple de la gestion, par exemple, de la DRH, qui est aussi le président du CHSCT. On a vu à quel point ces instances-là étaient, négligées et que la réglementation n'était pas respectée. Le service social a fait un droit de retrait pendant 20 jours. 20 jours, c'était lent, ouais. 20 jours, ça veut dire tout le CHM, les malades n'ont pas accès au service social, n'ont pas accès aux assistantes sociales. Cela ne l'a pas obligé à faire un CHSCT malgré les relances divers des membres du CHSCT. Donc, et quand on regarde le pourquoi il y a eu ce droit de retrait, on comprend rapidement que c'est parce que c'est un proche qui est concerné, qui a fait cette désorganisation, qui a fait qu'il y a eu un droit de retrait. Donc, vous voyez cette façon de gérer, où des contrats de 1 an passent à 6 mois, voire plus renouvelables, où on ne renouvelle pas des contrats dans un poste créé pour renouveler avec d'autres personnes. On supprime un poste pour le remplacer par 3 postes et rien n'avance. Tous ces exemples, c'est des exemples concrets que nous avons. Il n'y a pas de publication de postes pour certaines personnes et malgré nos alertes, certains se permettent encore justement d'en faire davantage. Ce qu'on dit aujourd'hui, c'est que et là, on lance un message pour le président du CHSCT, c'est que cet établissement n'est pas le sien et que même s'il avait été nommé par cette directrice en tant que président du CHSCT, ça ne lui donne pas le droit et le fond de penser qu'il a le droit de gérer la vie des agents. Récemment, il y avait un droit de retrait, par exemple, à Dzumounié. Il y a des mises en danger des agents. On ne connaît pas. Vous parlez des fameux caillassages, les problèmes, les ambulances qui partaient. On était venu en parler au plateau. Mais voilà, vous vous souvenez. Des solutions. Voilà, on a proposé des solutions. Mais entre-temps, il y a eu ces mêmes agissements en interne. Et il n'y a pas eu de réaction de la part de ce président du CHSCT qui est aussi le DRH. Les agents, là, ils nous mettent la pression pour faire un dépôt de plainte pour non-assistance en personne en danger parce qu'ils ont peur de leur vie. Il y a une bonne partie des choses, les transports pour la sécurisation des agents n'a pas été mis en place. C'est un vrai problème. Après, voilà. Il y a des solutions temporaires. Non, mais le problème avec la gestion de la DRH, justement, c'est qu'on nous refuse tout. Sous prétexte qu'il y a on nous dit qu'il y a des réunions. Là, vous dites qu'on refuse. Écoutez, tout, mais on entend de l'autre côté, on fait des réunions, on discute, on va discuter. On entend souvent ça. Oui, mais je vous conçois qu'on n'a pas souvent les résultats des discussions. Alors, moi ce que j'ai envie de poser comme question, Diane, vous le disiez à l'instant, vous souhaitez son départ à la directrice. Non. On sait qu'elle va partir. Mais en attendant, c'est quoi concrètement? Est-ce que là, on ne doit pas tout de suite aller chercher plus haut?
Parce que là, si vous restez, vous naviguez à vue là. Donc il n'y a pas de commandant, il n'y a pas d'adjudant, il n'y a rien, il n'y a pas de matelot, donc il n'y a rien. Donc en attendant, les patients, les agents, tout le fonctionnement de l'hôpital, on en fait quoi en attendant son départ? Mais ça, c'est une question que l'ARS doit répondre directement. Et je tiens à préciser, Camar, ça n'a jamais été une question contre Barbezieux. On signalait une mauvaise gestion et des problématiques. Avec les mots, parce que non. Quand Oui. Quand vous voulez son départ, c'est bien contre elle. Non, mais Pas contre sa personne. Non, c'est pas contre. Ah oui, c'est pas la personne elle-même. Non. D'accord, Qu'on serait là, on aurait réagi de la même façon. Qu'on se comprenne très bien. Le problème n'est pas Barbezieux, tout ça, c'est les agissements et le dysfonctionnement de l'hôpital. Si on est venu ici, c'est par rapport à ça. Il faut que les gens comprennent que c'est pas contre Barbezieux, mais elle est la directrice. C'est elle de répondre aux différentes questions. Et quand tu es incapable de répondre à ces questions, moi je suis désolé, c'est ses missions. Donc aujourd'hui, qu'on nous dise oui, on est contre Barbezieux, là n'est pas la question. Concrètement, qu'est-ce que vous demandez là maintenant? Concrètement, on aurait souhaité que l'ARS se prononce là-dessus très concrètement, et on aimerait avoir un directeur par intérim pour pouvoir garantir la continuité, et que ce soit dans les instances ou dans les services. On a du boulot. Cette gestion de crise nous a confirmé justement les manquements flagrants du territoire d'une manière générale, et puis les gestions calamiteuses, comme on peut le qualifier, de la direction. Donc c'est l'occasion pour l'ARS de remettre les choses à plat et qu'elle s'exprime là-dessus d'une manière très claire et qu'on puisse avancer. On ne peut pas maintenir les agents en otage parce que les directeurs qui sont là, ils ne s'engageront pas, et celui qui doit partir ne s'engagera pas non plus. Donc on ne peut pas rester en suspens comme ça. Ça peut prévaloir un préavis de grève, ça? Non, surtout pas. Non, Camar, il faut comprendre, nous sommes toujours dans la discussion, mais quand on se trouve devant un mur, ça fait longtemps qu'on se trouve devant un mur. Il n'y a plus de discussion possible, parce que quand une personne vous regarde dans le blanc des yeux et vous raconte des bobards, il n'y a pas de discussion possible. Il faut qu'on arrête à chaque fois de croire à ce qu'on nous dit à côté. Il n'y a pas de discussion possible, c'est un fin de non-recevoir qu'on reçoit à chaque fois. À rencontrer Voynet. Cette demande a été déjà faite. Et il faut que les instances fonctionnent. Le grand problème de ces établissements, quels qu'ils soient, les instances ne fonctionnent pas. On laisse une grande partie à ces fonctionnaires, il faut dire le mot. Les instances doivent fonctionner. On a un conseil de surveillance, on a des instances qui doivent enfin fonctionner dans ces différents établissements qui sont ici. C'est ça qu'on demande, et qu'on respecte la réglementation. Dernier mot, parce qu'il faut conclure. Ce que je veux dire par là, c'est que aller voir Madame Voynet, oui, mais je rappelle juste que pour aller le voir, il nous faut des validations, il ne nous faut juste pas des paroles. Donc, il nous faut que ces instances fonctionnent correctement, par exemple. Parce qu'à chaque fois qu'on va la voir, pour éviter les doubles discours entre elle et la direction, il nous faut quelque chose de validé ici et qu'on aille là-bas. Comme ça, on saura c'est qui veut pas faire. Mais seulement, Madame Voynet nous écoute. Elle sait qu'il y a urgence d'agir, donc il faut agir. Il ne faut pas attendre quand ce sera trop tard, parce que c'est déjà le chaos ici. Merci d'être venu ce matin pour nous en parler. Dieu sait si c'est complexe et le combat continue. Très bonne journée à vous, messieurs. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de vos programmes.